bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois Corinne Pelluchon. Vous vous souvenez tous, j'imagine, de votre cri de joie quand vous arriviez dans une voiture surchauffée avec vos parents à l'approche de la mer. La mer, disiez-vous, avec une puissance, un désir et en même temps quelque chose de l'attente qui est enfin exaucée. Sachez que pour les hellénistes et les amoureux de la Grèce, on a ce mot-là en grec, c'est thalatha, thalata. Et on parle des 10 000 guerriers de Xénophon qui revenaient de Babylone après avoir perdu une lutte. C'était des mercenaires et qui sont arrivés devant la mer Noire où se trouvaient les premières cités grecques en criant thalata, thalata. Eh bien, comprenez que la mer est un élément identitaire fondamental de la pensée grecque. Il n'y a pas de civilisation grecque sans la mer. Eh bien, Corinne Pelluchon, à sa manière, nous invite à repenser la place que devrait retrouver l'horizon marin, l'horizon aquatique, l'horizon aqueux au sein de notre pensée. Bonjour Corinne Pelluchon. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie politique et d'éthique au sein de l'université Gustave Eiffel, autrice d'une vingtaine d'ouvrages. Votre dernier livre, L'être et la mer, nous invite à prendre des distances avec l'imaginaire terrestre au profit d'une pensée de l'humain qui inclurait ou qui partirait même de la mer, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous en dire plus? C'est exactement ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, comme beaucoup d'autres qui s'intéressent à l'écologie, j'ai insisté sur la condition terrestre de l'humain. Or, ici, il s'agit de savoir ce qu'est l'humain, comment le penser, à partir de l'eau et de la mer dont il vit, mais où il ne peut pas vivre. Et l'idée de cette ontologie marine, c'est de partir de l'unicité de l'océan, un seul océan, et de sa préséance sur les mers pour apprécier la condition submersible, le caractère submersible de la Terre et sa fragilité. Et l'idée, c'est de voir aussi quelle conception de la condition humaine est modifiée quand justement on part d'un élément dont nous vivons, mais qui est étranger et qui est ambivalent, qui est à la fois la vie, la mort, qui est à la fois ce qui nous attire, comme vous le disiez, mais ce qui nous fait peur parce qu'on peut être noyé, submergé. Et en fait, l'idée de ce livre, et j'en tire les conditions anthropologiques pour la condition humaine, mais également éthiques, juridiques et politiques, c'est de partir en mer, de partir en haute mer, de rompre avec une ontologie solide qui voit l'humain partir du sol et comme un projet se projetant vers là-bas, c'est le sens du mot projeter, se jeter en avant, mais c'est rompre aussi avec un imaginaire terrestre et territorial qui explique peut-être que nous ayons tant de mal à sortir d'un rapport instrumental à la nature, aux autres vivants et à la mer elle-même qui aujourd'hui est l'objet d'une surexploitation et l'objet de rivalités économiques et militaires énormes. C'est un point important parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, il y a un lien entre le fait d'être sur du dur, planté sur du dur, avec une vision des frontières, oui, et un rapport de l'homme au monde qui est celui de la domination. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, la grande affaire de la philosophie de l'environnement, c'est de décentrer le regard, de rompre avec ce point de vue instrumental et anthropocentriste qui nous fait voir la nature comme un décor de l'histoire ou comme un ensemble de ressources et qui nous conduit à réifier les vivants ou en tout cas à exploiter de manière illimitée les écosystèmes. Or, justement, je montre que quand on décentre radicalement son regard, ou du moins pour décentrer radicalement son regard, eh bien, il faut sortir de cette ontologie solide, ça veut dire de cet imaginaire qui nous fait voir le monde à partir de nos côtes, et même la mer elle-même comme une étendue d'eau bordant nos territoires. Et c'est vrai qu'il y a dans le vocabulaire politique cette imprégnation d'un discours des frontières, de l'enracinement, surtout aujourd'hui. Et alors que la mer, c'est fluide. Il y a cette unité de l'humain, elle est mise au jour par cette unicité de l'océan qui est un des premiers principes de l'ontologie marine que j'essaie de construire. Et donc ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, les éthiques environnementales, je trouve, auxquelles j'ai tenté de participer dans mes précédents livres, elles ne sont pas arrivées à décentrer radicalement le regard. Et aussi, j'ai trouvé qu'en partant de la mer, encore une fois, dont nous vivons, mais où nous ne pouvons pas vivre, du moins sans équipement, et qui est associée à la vie, à la mort, à quelque chose de quasiment archaïque,
parce que nous avons Les baigné fonds, dans bien sûr. l'utérus maternel, mais également quelque chose qui nous fait peur, eh bien, il y a aussi cette réflexion sur la fluidité de notre identité. Et tout ça, c'est aussi, j'ai voulu prendre au sérieux l'ambivalence de l'humain. L'abîme que nous sommes pour nous-mêmes, comme l'abîme qu'est la mer. Et là, je cite Victor Hugo, qui est très présent, comme beaucoup d'autres littéraires, parce que ce livre, d'une certaine manière, l'idée m'en est venue en relisant Le bateau ivre de Rimbaud, Saint John Perse, mais également Victor Hugo, Duras. Et Anita Conti. Et Anita Conti, parce que les philosophes eux-mêmes ont une ontologie solide, partent justement de cet humain qui a des sens terrestres, la vue, qui est posée sur Terre. Et là, c'est vrai que pour apprécier la fluidité des choses et l'ambivalence de l'humain, eh bien, la littérature est première. Et quand je parle de l'ambivalence de l'humain, c'est très important parce qu'il y a énormément de textes qui nous invitent à nous reconnecter avec les autres et les vivants. C'est évidemment très bien pour se conduire autrement dans notre rapport aux autres et aux animaux et à la nature, mais on ne peut pas comprendre l'écart incroyable qu'il y a entre la théorie et la pratique, la conscience du réchauffement climatique et le peu de changements qu'il y a dans nos styles de vie et dans les gouvernements, si on n'apprécie pas la capacité de l'humain à la fois à se dépasser, mais aussi à être submergé et à entrer, à avoir... à aller dans la destructivité. Pour passer de cette ontologie solide à cette approche liquide, il s'agit pas liquéfier, avons-nous dit, mais de fluidifier. Pardon. Alors, pour fluidifier les imaginaires, parce qu'il faut faire bouger des volumes très lourds et dans l'individu et dans la société, vous allez passer par d'autres images et je voudrais que vous les décriviez, s'il vous plaît, notamment celles de fluidité, de flottaison, d'embarquement. Oui, c'est-à-dire que de livre en livre, moi j'ai essayer de décrire la condition humaine à partir de la corporéité, la vulnérabilité, de la matérialité de l'existence, notre habitation de la Terre, mais cette fois-ci, au lieu d'insister seulement sur notre condition terrestre et notre appartenance à une même Terre, j'insiste sur ce que la prise en compte de l'eau et de la mer, sur ce que la prise en compte de la mer ajoute à notre compréhension de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'au lieu de penser que nous sommes jetés dans un univers étrange, je pense la venue au monde, la naissance, la venue au monde, d'être dans un monde plus vieux, plus vaste que nous-mêmes, qui survivra à notre vie individuelle et qui est comme une transcendance dans l'immanence. C'est le monde commun, l'être et la mer, entre les... c'est pas l'être et le néant de Sartre, c'est entre moi et cet abîme, il y a ce monde commun qui est comme une transcendance dans l'immanence, mais je le pense comme fluidifié et en disant que nous sommes immergés et que notre existence est une flottaison parce que effectivement nos projets dessinent comme des scintillations sur une vague, c'est-à-dire qu'ils émergent, mais de ce sans fond et d'une certaine manière, il y a c'est jamais définitif le sens qu'on confère aux choses. Donc, comme structure de l'existence, il y a cette interprétation, cette manière d'émerger de ce sans-fond pour proposer un sens, dans une certaine fragilité. Et quand je parle d'embarquement, c'est pour dire que l'humain est accueilli à sa naissance sur une frêle embarcation par d'autres personnes. Donc il n'y a pas une solitude complète. Il y a comme sur un bateau une solidarité, mais évidemment elle est fragile et comme sur un bateau, il faut faire attention aux ressources qui peuvent vite manquer. Mais encore aussi, la catégorie majeure de ce livre, c'est la submersion, qui est à la fois positive quand je prends conscience de ce que j'appelle la transdescendance, de mon appartenance à un monde plus vieux, plus vaste que moi, qui m'ouvre à la conscience écologique et au lien avec les autres vivants. Et elle a un effet aussi, une dimension éprouvante, puisque je conçois ma vie, je l'éprouve comme finie et comme précaire. Et cela peut me donner... peut me pousser à des comportements de présentisme, d'addiction à la consommation, mais aussi à ces crues orgiaques, à ce fanatisme, à cette folie à plusieurs, qui est une manière de définir le narcissisme collectif, le nationalisme, puisqu'il est aussi question de cela. Et oui, parce que cet environnement mouvant, cette restitution, cette réinclusion dans un environnement mouvant, il est aussi éminemment relationnel. Oui, c'est-à-dire que...
Et relationnel, alors il y a il est relationnel, il y a le rapport aux autres, et ces autres ne sont pas seulement les autres humains, il y a tout un monde inconnu de nous souvent, et c'est vrai que voyager en haute mer ou partir en mer, c'est également apprécier les abîmes, les abysses, les profondeurs et la géographie marine, et également toutes ces présences auditives, ces mammifères marins qui peuplent l'océan et qui en font une polyphénie. On a l'impression, quand on regarde la mer à partir de la côte, que c'est plat, la mer, et que c'est silencieux. Or, il y a des chants, des présences auditives, et il y a aussi un vacarme d'enfer lié à toute l'industrie, à tous les bateaux, à toutes les activités humaines, la prédation, qui d'ailleurs a des conséquences énormes. Parce que ce qui est important aussi de dire, c'est que dans la mer, les drames sont invisibilisés. Tous les noyés, les personnes qui traversent la Méditerranée, les migrants, mais également les poissons et les mammifères marins qui payent un prix énorme à la pollution sonore, à la surpêche, à la destruction de l'environnement marin. Et évidemment, ce livre est aussi écologique, c'est-à-dire que j'insiste sur tout ce que nous devons à la mer qui remplit des fonctions écosystémiques essentiel à notre survie, mais on ne s'en rend pas trop compte parce que nous sommes terrestres et nous habitons des maisons, nous habitons dans des régions et nous découpons un peu le monde en champs, avec des frontières, en séparant ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe sur mer, alors que la pollution montre bien qu'il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire qu'en fait, cette segmentation favorise la domination et la destruction d'écosystèmes. Je ne sais pas si ça favorise, mais en tout cas, ça n'encourage pas. Voilà, ça n'encourage pas à apprécier le caractère submersible et fragile de notre planète et le fait que nous devons la vie à cet élément. Parce que quand l'eau manque, et l'eau douce d'ailleurs, j'en parle au tout début, il y en a très peu d'eau douce. C'est une ressource vitale, mais très rare, et de plus en plus rare en raison de l'extraction des eaux, etc. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui sont ou seront submergées. Et là aussi, ce n'est pas une fatalité. Et puis, l'océan joue un rôle majeur dans la régulation des températures de l'atmosphère. Donc, il y a des fonctions écosystémiques majeures qui sont mises en danger quand on a un vocabulaire qui est trop instrumental. Et même le droit international de la mer a beaucoup de mal à sortir d'un rapport instrumental. Alors précisément, qu'entendez-vous par le terme de thalassopolitique, c'est-à-dire la refonte du droit qui accompagne la refonte du regard, la refonte du droit qui intègre une ontologie marine? C'est-à-dire que en regardant le droit international de la mer, j'ai donc lu beaucoup de textes de loi et de textes sur ces textes de loi, notamment sur le CNUDUM, sur donc, ce qui sert de cadre de référence au droit international de la mer aujourd'hui, qui est maintenant utilisé depuis les années 90. Il y a de très belles choses d'ailleurs, il faut vraiment le saluer. Il y a un effort pour intégrer une approche écosystémique. Mais on reste quand même, on associe ça à un vocabulaire quand même instrumental et de la découpe de la mer en zones économiques exclusives, donc qui sont à peu près autour de 300 km autour d'une côte. Puis après, on parle de la haute mer qui doit être soustraite à la souveraineté exclusive d'un État. Alors on pourrait dire c'est très bien, mais... Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, on a beaucoup de mal. On le voit avec la Chine, d'ailleurs. Voilà, on a beaucoup de mal. N'importe quel petit caillou devient l'autorisation d'avoir les 200 à 300 miles. Oui, puis c'est la loi de la jungle. Parce qu'en fait, justement, il y a une fragmentation du droit, et même pour des raisons de justice sociale, par exemple, un bateau qui bat pavillon dans un pays où il n'y a pas des normes importantes pour le droit du travail peut tout à fait employer des
des gens et les payer 5 € par Oui, jour. c'est ça, Quoi. Donc bien du coup, sûr. voilà. Et puis le dégazage en mer, la pollution, on a du mal à la punir, hein, parce que c'est en mer. Si c'est dans la zone économique exclusive, oui, mais bon. Donc du coup, et puis ce rapport, cette valeur écosystémique tant vantée, elle n'est pas bien définie, parce qu'on la définit de manière encore anthropocentrique. Or, il faut avoir une conception de la durabilité qui va au-delà de notre survie et préserver quand même la mer au-delà même de nos usages et même du partage entre nous de ces ressources. Mais moi, ce que je montre, c'est que le droit, c'est très important, mais il faut aller au-delà du droit, passer du droit à la politique et penser une thalasso politique, parce que justement, si on est fidèle à l'ontologie marine, dont les deux principes sont l'unicité de l'océan, qui pointe, qui souligne l'unité de l'humain et sa préscience sur les mers, sur les terres, qui sont donc fragiles et submersibles, eh bien, on ne va pas séparer ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe en mer. On va donc prendre conscience de l'impact de nos déchets sur Terre qui se retrouvent bien dans la mer. On va prendre conscience de tout ce que la mer nous rend comme service et dont on en dépend pour notre survie à une échelle maintenant très rapide. Bientôt, vraiment, il y a vraiment l'acidification de l'océan, enfin tout ce qu'il y a est vraiment une menace pour notre vie. Et donc, on va partir de la mer même en politique. On va organiser l'agriculture, l'élevage, si on en fait encore, toute la question des déchets, la gestion des déchets industriels, en pensant à cela, au lieu finalement d'en faire une poubelle. Parce qu'elle est quand même, comme c'est invisibilisé, on veut être très propre sur Terre, mais finalement, la mer est une poubelle. La mer est aussi, les poissons, si vous voulez, sont les grands oubliés de l'éthique animale. Les mammifères marins, c'est pareil. Beaucoup meurent par collision, pris dans des filets. La pêche actuelle est une surpêche qui défonce les fonds marins. Donc du coup, et après, si vous voulez, on met des principes de respect de la nature qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc il faut s'attaquer à la racine du problème. Alors, précisément une question très pratique, et là je fais écho au dernier chapitre de votre ouvrage, où vous évoquez notamment la figure bien aimée d'Édouard Glissant. Comment peut-on faire dans un monde qui n'en prend pas du tout l'orientation pour promouvoir une vision archipélique du monde où, en fait, les cultures et les identités sont perçues comme des richesses qui doivent s'auto-conjuguer dans un espace collectif et commun mouvant. Comment fait-on ? Oui, mouvant et sans tomber dans le piège de la victimisation et en acceptant le mélange. Pourquoi justement la terreur de la mort, la terreur que m'inspire ma propre disparition, mais également aujourd'hui la terreur ou l'angoisse que nous avons parce que s'effondrent beaucoup de nos certitudes. Et aussi, cela souligne la précarité de notre civilisation. Toute cette angoisse que l'humain a du mal à supporter va le pousser la plupart du temps, à commuer son sentiment d'impuissance, de nullité, sa terreur de n'être rien en sentiment de toute puissance et va même le pousser à avoir une sorte d'immortalité par procuration en se mettant au service de leaders qui justement incarnent cette caricature de la puissance qu'est la domination. Donc, si vous voulez, il est très important, il est vraiment important aujourd'hui, je crois, de comprendre que dans les phénomènes qui expliquent l'adhésion qui peut sembler irrationnelle à des leaders qui eux-mêmes incarnent une certaine irrationalité monstrueuse, il y a ces mécanismes de défense contre l'angoisse que suscite non seulement notre mortalité, mais également tout ce qui est anxiogène dans notre monde, les guerres, le terrorisme et l'effondrement, la possibilité de notre impossibilité. Et je crois que justement, plutôt qu'un nouveau récit qui serait, on ne sait pas, écrit par, ce qui sera imposé, plutôt qu'une nouvelle religion, il s'agit d'un effort de maturité qui ne peut passer que par justement la prise en compte du caractère sans fond de notre existence, à la fois de la possibilité que nous avons de nous relier aux autres, mais également de notre séparation. Comme disait Glissant, nous sommes solitaires et solidaires. Et le rapport à la mort, qui est un des grands
qui est une des grandes questions de l'existentialisme. Mais les existentialistes vont un peu trop vite parce qu'ils disent que c'est la solution. Vous êtes plus des Heidegger d'ailleurs sur cette question-là, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais il a dit très des grandes choses. Oui, mais bien sûr, mais ce n'est pas du tout une critique. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est tout de suite une solution et que notre rapport à la mort nous permet d'être plus libre, d'être authentique, moi je montre que bien souvent c'est le problème avant d'être la solution. C'est ça qui est intéressant. Il s'agissait de comprendre vraiment la possibilité qu'a l'humain qui a besoin de vivre en se rapportant quelque chose de plus grand que lui. Ça, c'est sa spécificité par rapport aux animaux. Eh bien, il y a là-dedans, c'est la possibilité de la chance, de la création, mais c'est aussi la possibilité de l'engloutissement, du fanatisme, de ces crues orgiaques, de la submersion, qui est la grande catégorie du livre. Parce que contrairement à Sartre, dans le rapport à la mort, ce que vous dites, en étant plus du côté de Heidegger, c'est de dire que la volonté de la société moderne, et on est en plein dedans, notamment avec la volonté de dépasser la mort, de mettre la mort à distance, est une des causes de l'attitude dominatrice. Oui, mais pas seulement. Moi, de tout mon travail, j'ai montré que la clé de la domination des autres et de la nature à l'extérieur de nous, et la réification des animaux, était liée à la répression de notre propre nature, pour parler comme Adorno, à la répression de notre vulnérabilité, au fait de ne pas reconnaître nos limites, mais également, là, je montre ce que la mort fait à la vie, et comment, justement, en faire une école de la sagesse. Il ne peut pas y avoir de politique de la sobriété si on ne prend pas en compte nos propres limites, notre finitude, les finitudes de la biosphère et même les finitudes du temps, c'est-à-dire du fait que le temps est compté pour pouvoir faire des réformes rigoureuses, réorientant l'économie et les modes de production. Donc là, mais la finitude, c'est plus facile d'en parler en disant que ça conditionne l'authenticité que de le voir en face. Donc là encore, dans ce livre, je prends au sérieux les mécanismes de défense que Anna Freud, par exemple, a souligné, que Adorno, tous ces grands philosophes de la théorie critique, qui sont quand même mes maîtres, eh bien, ces gens-là ont vraiment compris qu'on ne pouvait pas expliquer la folie humaine, la barbarie, donc le nationalisme, ce narcissisme collectif et la destruction. On ne peut pas comprendre ça seulement avec des arguments et avec la rationalité. Il faut plonger dans mon langage, dans le sans-fond de l'existence et apprécier aussi cette difficulté que nous avons tous à appréhender l'abîme, le néant et la mortalité, mais également en prenant en compte ce qui se passe aujourd'hui, qui est quand même l'effondrement, la chute de tout un tas de choses qui a fait notre fierté jadis. Le progrès, la technique et aussi les conditions de travail aujourd'hui de beaucoup de personnes réactivent leur sentiment de n'être rien parce qu'elles ont le sentiment dans un monde où beaucoup d'entre nous avons l'impression d'être jetables, substituables, eh bien on a l'impression, il y a ce vide, cette confrontation à son propre néant qui est tellement difficile que chacun cherche à se guérir comme il peut. Et là-dessus, évidemment, il y a ce que l'ami de Adorno, Leventhal, appelait les prophètes du mensonge, qui vont désigner des coupables, avoir des discours extrêmement virilistes et extrêmement dominateurs pour faire accroire aux gens qu'ils ont une sorte de puissance par procuration. Donc il faut comprendre, et c'est très important parce que beaucoup de mes amis écologistes se lamentent parce que alors qu'il y a plein de rapports attestant la gravité du réchauffement climatique et proposant également des solutions de sortie en économie, dans les modes de production, l'alimentation, eh bien ils disent malgré tout ça, rien ne se passe. Mais oui, mais il faut prendre conscience du fait que quand notre angoisse de mort est à ce point ravivée, la plupart des personnes vont réactiver ces mécanismes de défense qui vont complètement à l'encontre de leurs intérêts et comme individus et au niveau collectif. Donc c'est ça qu'il faut comprendre pour expliquer ce naufrage possible de l'humanité et essayer aussi de ce que j'ai voulu dire. Et là, je reviens, excusez-moi, j'y reviens, mais l'existentialisme qui est un courant de pensée qui insiste sur la déréliction de l'humain, le fait qu'on ne s'est pas mis tout seul à l'existence, sur le lien entre la contingence et la liberté, mais également sur notre précarité et la responsabilité, sur l'absurde et l'engagement, eh bien, est une ressource importante parce que c'est l'idée qu'il faut apprendre à mûrir. C'était aussi une intuition qu'il y a chez Adorno. Et au profit d'un engagement lucide et responsable envers le monde du vivant, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que si on veut éviter la barbarie ou le désastre, à la fois écologique et politique, qui est l'actualité,
eh bien, on ne peut pas le faire en s'accrochant seulement à des sentiments océaniques ou à des religions. Je crois qu'il y a cette expérience du négatif qu'il faut faire pour à la fois de notre possible naufrage commun, notre communauté négative, Patochka, une liberté dans la négativité, dit-il, mais également dans cette réflexion sur notre mortalité. Et loin d'être un désastre, ça peut être le chemin vers la considération. C'est ce que je montre, donc autre chose que la domination. Voilà, c'est ça. Corinne Pelluchon vous invite à faire un très beau voyage et à repenser notre regard sur le monde en incluant la sphère, pas la sphère d'ailleurs, l'élément maritime. Corinne Pelluchon est l'invitée des grands témoins au Champ Libre. J'envie déjà les personnes qui vont avoir la chance cet après-midi de l'écouter. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.